Bien vrai en plus. Voilà, il est avec nous. Il s'appelle Daniel, universitaire, producteur de pas mal de films. Il fait beaucoup de choses. Il est plus berbère que français. Bien sûr, il est le bienvenu chez nous, hein. Ça va, Daniel? Tu vas Beaucoup la bien? langue, mais de cœur, sans doute, oui. Alors, comment tu vas, mon ami? Ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Alors, avant de... On avait promis de parler de Germaine Tillion parce que vous venez de réaliser un film sur elle. D'abord, dans quelles conditions? Ensuite, on va passer un extrait, on va parler d'elle, hein. Oui, avec plaisir. Donc, pourquoi ce film? Parce qu'il y a 10-12 ans, j'avais fait un film sur les rapprochements, les amitiés entre les Français d'Algérie et les Algériens d'Algérie. Et donc, il m'avait semblé utile d'aller retrouver ma directrice de thèse, que j'avais pas vue depuis 25 ans, si j'ai bonne mémoire. Et donc, j'avais interviewé pendant un bon moment, et dans ce film, on n'avait utilisé qu'un petit extrait. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu opportuniste, mais avec l'échéance qui est que sa dépouille va rentrer au Panthéon dans 2 mois, je pensais que c'était intéressant de lui redonner la parole un peu plus complètement. D'où l'idée de cette publication sous forme de DVD, accompagnée d'un petit texte où je raconte quelle a pu être, c'est toujours difficile à évaluer, mais l'influence d'un tel professeur sur mon parcours. J'ose pas dire non plus carrière, mais enfin c'est vrai que j'ai pu avoir des interventions dans plusieurs domaines liés à nos liens, à nos relations avec l'Afrique du Nord, pour utiliser ce terme, qu'elle n'utilise jamais, elle dit Maghreb. D'où cette production qui vient d'être terminée, qu'on essaie de faire connaître un petit peu. Alors la première partie, je ne sais pas si on écoutera la première partie, Oui, mais si tu veux, on va écouter la oui, elle première. va porter sur une de mes interrogations, c'était comment c'était pour vous dans les années 70 où j'ai commencé à assister à ces cours, le rapport qu'elle avait avec ses étudiants, parce qu'on était quelques petits Français qui s'apprêtaient à aller étudier les populations du Maghreb, et puis des gens issus de la population algérienne notamment, qui avaient des choses à raconter déjà, qui venaient passer des diplômes et qui étaient comme il disait, étaient des sachants. Il y avait les apprenants et les sachants. Donc il y avait ces échanges qui étaient formidables. Et c'est la première question que je lui ai posée. Voilà, juste avant de passer un extrait, moi je tiens à rendre un grand hommage à Delmouloud Abdelrahmarbi, décédé le 26 mai 1989 à Ain Fla, né en 1917 à Théouret Memoun, commune de Benyani. Et tout à l'heure, je vais essayer de lire un texte sur lui. Voilà, donc on lui rend hommage ce soir avec ce film de Daniel Pilga, qui est aussi son ami, et c'est présent. On écoute un extrait. On n'est pas en direct, on s'arrête quand on veut. On fait donc ce Quand qu'on veut. on considère que. On fait comme vous voudrez. Comme vous voudrez. En week-end et en vacances, Vous êtes ici chez vous, Bon. vous faites ce qui vous plaît. Alors, je vais sans doute poser mes questions dans le désordre, Allez-y. parce que Allez-y. l'art du montage va les remettre dans Le l'ordre. montage est là pour ça. Sur à la censure et la sélection qui s'imposeront. Quand je dis censure, ce sera plutôt la sélection, parce que D'accord, on est tenu par des durées. bien sûr. D'abord, peut-être sur... donc j'étais dans votre cours en 70 et il y avait déjà des chercheurs algériens. À partir de quand évolue le sentiment que l'ethnologie se décolonisait, que les Algériens prenaient en charge leur propre anthropologie, histoire?
moi j'ai toujours souhaité, dès le départ, qu'elle devait être déjà décolonisée, si vous voulez. Autrement dit, j'ai toujours poussé les Algériens qui s'intéressaient à l'ethnologie, je leur ai toujours dit, jetez un coup d'œil aussi sur votre pays et sur ici. Il faut regarder les deux pays en même temps. Ça vous éclaire, l'un vous éclairera sur l'autre. Parce que je me souviens qu'il y avait des étudiants algériens, je pense à Sayad, enfin quelques autres, qui apparaissaient dans votre séminaire. Tout à fait. Et qui étaient à la fois des étudiants et des sachants, parce qu'ils connaissaient leur pays, ils venaient alimenter... Ils étaient des informateurs et des informés. Oui. Ils s'informaient sur leur pays et ils nous informaient sur leur pays. Et on en discutait entre nous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout le travail ancien de l'anthropologie, enfin un siècle et demi d'anthropologie en Algérie, et ce qui s'écrit encore aujourd'hui de la part soit des jeunes Algériens anthropologues ou des jeunes Algériens, ils sont de moins en moins jeunes, ces étudiants-là, permet d'éclairer le passé récent? Peut-être bien, oui. Peut-être bien, mais peut-être pas suffisamment non plus. Parce que le passé, il marche avec des... Il trotte vraiment au galop. Ça va plus vite que nos observations. Il est certain que le passé va vite. Et si on reprend une période terrible et dont en France on n'a pas toujours bien compris ce qui se passait, quels étaient les enjeux, c'est-à-dire les années 90 de l'Algérie, est-ce qu'il y a une possibilité d'interprétation par le système traditionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas vu ressurgir les alliances et les affrontements de la société traditionnelle, ou bien est-ce que ça n'a plus rien à voir? Est-ce que c'est simplement politique et du brigandage? Moi, je crois que c'est politique et que ça n'a plus rien à voir avec les trucs traditionnels. Il me semble-t-il. Il me semble que ça va plus vite que ce que nous connaissions. Oui. Il me semble que ça va trop vite. Donc, ça même pas, ces structures-là n'ont même pas pu servir de tampon et de compensation. Non. Je ne crois pas. Il me semble que non. Mais je ne l'affirme pas. Mais il me semble bien que non. Il me semble que nous sommes entrés dans une époque nouvelle. Que le monde va plus vite court plus vite que les chevaux. Même ce système de rééquilibrage qui était les SOF ne fonctionne plus, en tout cas pas par rapport à cette actualité-là. Non, plus. Pas par rapport à ces événements. Non, à mon avis, les événements vont plus vite que les traditions. Maintenant. Donc malgré tout, est-ce qu'il y a une possibilité de la part des chercheurs de sciences humaines, pour dire plus largement, d'aujourd'hui, aux côtés des journalistes et des politologues, d'interpréter les phénomènes récents? Est-ce qu'il y a un nouveau regard à porter dans ce sens? Je crois qu'il faut bien l'aiguiser, ce regard, et le réviser régulièrement. Il faut pas s'y tromper. L'Algérie, elle est aussi de plein pied avec le monde. À l'heure actuelle, la Terre tourne. La Terre et l'Algérie, elle n'est pas seulement en rapport avec les vieux softs du passé, elle est en rapport avec la rotondité de la Terre et le fait que la Terre tourne sur elle-même. Voilà. Alors, ce que je voudrais resituer, c'est qu'au moment où je la revois, elle a 96 ans. Donc les réponses se font lentes, se font pondérer, modérer, même s'il a toujours été comme ça, à réfléchir avant de s'exprimer. Elle est très lucide. Ah, très, tout à fait. Mais il lui faut du temps, et puis il y a quelques termes qui reviennent, c'est la rapidité. La rapidité des événements, et je crois que ce qui est très beau, elle le dit par la suite, c'est que l'Algérie et nous appartenons à la Méditerranée, mais l'Algérie appartient au monde.
ce qui est sans doute très différent de la perception qu'on pouvait en avoir il y a 50, 60 ans, ou à l'époque coloniale, pour ne parler que de cette époque-là. Tu disais tout à l'heure, elle t'a influencé, ce que tu disais, hein. Oui. Elle aussi, elle était influencée par son maître de thèse, je crois que c'est Mauss. C'est Marcel Mauss, oui. Marcel Mauss, je me trompe pas. Sans doute le premier grand ethnologue français. Je dis pas ethnographe parce qu'il a fait très peu, pas de terrain pratiquement, mais il avait une capacité à interpréter qui était extraordinaire. Ce que je voudrais dire, c'est amusant parce qu'en venant, j'écoutais Johannes Farr, qui est un très grand dessinateur, auteur de bande dessinée, et qui disait, parce qu'il est d'origine juive, il disait dans le Talmud, il est dit, quelque part, je ne saurais pas la référence exacte, c'est que les élèves, les professeurs doivent apprendre autant que les élèves. C'est-à-dire que les questions qui leur sont posées leur permettent de s'instruire aussi. Et je trouve que, j'ai eu la chance avec quelques autres professeurs de rencontrer des gens qui étaient très à l'écoute de nos questions et qui se faisaient interpeller. Ils n'avaient jamais la réponse, évidemment. On remonte à Socrate et aux anciens. C'est ça qui est formidable. Et quand je parlais d'influence, alors évidemment l'influence de Mauss sur Germaine Tillon, qu'elle parlait elle parlait de lui comme son maître. Et ensuite, j'ai relu le Harem et les cousins avant de venir cette semaine. Elle disait c'est mon ami. Oui. Quand le maître devient ami, c'est formidable. Voilà. Et sa maman disait à Marcel Mauss, quand elle avait chargé d'aller étudier les Cheouis là-bas, il a dit prenez soin de mon bébé. Et elle le répétait souvent. Oui. Non, on est une grande famille dans l'anthropologie. Enfin, les anthropologues fréquentables, ils ne sont pas tous, mais il y en a quelques-uns quand même. Germaine est issue d'une famille bourgeoise. Je crois que c'était en Haute-Loire. Ils sont communistes. Oui. Voilà. Mais elle a fait beaucoup de choses. Je crois qu'elle a animé le musée de l'homme à Paris. Sous le régime de Maréchal Pétain aussi. Elle était à l'origine, avec quelques autres, du premier réseau de résistance qui était le musée de l'homme. C'est ce qui lui a valu, après trahison, de passer quelques années à Ravensbrück. À Ravensbrück, et là c'est vraiment l'enfer pour elle parce qu'elle a été déportée avec sa maman là-bas. Oui, qui n'a pas survécu. Et sa maman, elle n'a pas survécu. Moi, je garde un bon souvenir parce que je vais aller souvent chez elle. Et elle me disait, tu sais, Monde, j'ai vu une larme qui descendait comme ça. Elle me disait à 15h, c'était la pause café. Et on montait au 3e étage pour prendre un café. Après, il fait bof. Mais quel café? C'était de la poudre avec de l'eau chaude. Elle m'a dit quand on arrive au 2e étage, il y avait un grand couloir. Et en même temps, il y a d'autres femmes qui montaient de l'autre côté là-bas. Et donc, les regards se croisent avec sa maman et la gardienne de la prison, et qui les accompagnait au 3e étage. Elle savait qu'elle communiquait avec sa maman avec le regard. Elle l'a laissé quelques secondes. Et donc, à chaque fois que je vais aller chez elle, elle me donnait ce verre d'eau avec un glaçon. Elle ne m'a jamais proposé un café. Et un jour, je lui ai dit pourquoi... Germaine, tu me proposes toujours de l'eau. Elle m'a dit, je propose de l'eau aux gens que j'aime. Elle a fait référence à ce café pourri de Ravensbrück. C'est une grande dame. Et ce qui est vraiment... Il y avait quand même beaucoup de travaux qui ont été volés, qui ont été brûlés, je crois. Il y avait d'autres thèses, je crois que c'est les Russes ou... Mais il semblerait que, évidemment, ce sont les nazis qui ont embarqué ces documents, qui devaient être sa thèse sur les OS, et que, comme beaucoup de documents, quand les Russes sont arrivés, ils les ont embarqués. Et ça ressortira peut-être un jour, mais pas rédigé. En revanche, elle s'est largement rattrapée avec d'autres livres. Et je reviens à le Harem et les cousins, qui est d'une grande richesse et grande complexité, que je conseille pour comprendre mieux la société maghrébine, toute langue confondue, de lire, parce que vraiment c'est 200 pages très édifiantes. Parler de l'endogamie, non? L'endogamie, et puis surtout de rappeler, et ça c'est assez intéressant, que les Berbères n'ont pas attendu les Arabes pour mettre les femmes de côté et faire la ségrégation sexuelle. N'ont pas attendu l'islam, parce que depuis Hérodote, on le décrit, donc puis Ibn Khaldoun, etc. Bon, c'est bien de le rappeler, parce que je veux dire, autant on défend l'identité berbère, la langue, parce que c'est le ciment de ces peuples,
et de ses cultures. Mais il ne faut pas non plus idéaliser le monde berbère comme étant... C'était des combattants, c'était des gens qui ont résisté tant qu'ils ont pu, mais qui n'ont jamais été tout à fait capables de s'unir pour lutter contre les Romains, contre la colonisation française, turque, etc. Donc, hommage aux Berbères, mais en même temps, il faut relativiser. Je pense que l'honnêteté, c'est ça, c'est de dire on les défendra par tous les moyens culturels, en tout cas pour ma part, qui sont à notre disposition, mais c'est pas une société idéale, et notamment pour les femmes, et même aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi ce film, c'est un hommage à Germaine ou... C'est un peu... D'abord, oui, parce que c'était bien... Il y a eu d'autres films, hein, je pense, qui seront diffusés dans les prochaines semaines. Dans un mois, à Allègre, dans son village natal, il y a une journée, une manifestation où je vais me rendre aussi pour faire mieux connaître son travail. J'espère que l'opérette qu'elle a écrite à Ravensbrück, qui est un peu une moquerie sur l'autorité nazie, il fallait le faire, hein, va ressortir. Elle a été filmée il y a quelques années. J'espère qu'on va la rediffuser. Et puis c'était aussi un peu pour pas un hommage personnel, mais je voulais raconter un peu mon parcours, dont je redis l'origine. Sans doute c'est l'influence de quelqu'un comme ça, qui était généreux, qui était courageux, qui avait beaucoup d'humour. Quand on relit ce qu'il écrit, c'est même avec son livre qui s'appelle « Il était une folle ethnographie », beaucoup d'autodérision. Et puis quelques autres qui sont... J'ai eu la chance de côtoyer un tout petit peu Jean Mallory, pour d'autres peuples qui sont les Inuits, Robert Jolin pour l'Amazonie. Donc c'est toutes ces personnes qui m'ont aidé à me trouver, si tant est que j'ai encore... je me sois vraiment trouvé. Il a écrit aussi sur les camps de concentration, je crois. Qui ça Germaine. Ah oui, elle écrit Ravensbrück, oui. Plusieurs versions. Oui. D'ailleurs, quand j'étais allé la voir, c'est un peu de l'anecdote, et ça, encore une fois, c'est pour revenir sur moi, mais la première année, après mon premier séjour en Algérie, j'étais encore enseignant, donc j'avais pas beaucoup de temps pour faire du terrain, et je vais la voir et je lui raconte ce que je savais sur l'organisation familiale. J'avais commencé à faire des fiches. Il m'a dit, oui, mais c'est bien, mais vous savez pas grand-chose. J'ai été piqué au vif. Et du coup, après, je me suis installé dans les campements, et je crois que j'ai fait une collecte à peu près honnête des informations qui m'étaient nécessaires. Mais je pense aussi, elle me disait, oui, vous n'êtes pas à un bon moment parce que je suis en train d'écrire Ravensbrück, et c'est dur pour moi. Alors, pardonnez-moi si je suis un petit peu rude, un petit peu dur. Je sais qu'après sa libération, elle retourne en 57, je crois, si ma mémoire est bonne. En 57, elle a créé les centres sociaux avec Mouloud Feraoun. Oui. En fait, je crois qu'elle a... dans le but d'enrayer la clochardisation. Tout à fait. Alors, elle a des théories qu'on pourrait peut-être discuter aujourd'hui, mais ce qu'elle observait, c'était que, elle le dit, parce qu'elle a toujours comparé sa région d'origine, l'Algérie. Pour elle, c'est des allers-retours. Il n'y a pas un pays qu'on observe. Elle le dit d'ailleurs au début de l'interview. Il faut regarder là-bas, mais il faut regarder ici. Et c'est valable dans les deux sens. Elle considérait que les soins médicaux, par exemple, qui préservaient les petits-enfants ou les personnes âgées et malades, c'était bien, sauf que la production alimentaire ne suivait pas. Donc il y avait une clochardisation du fait de ces efforts de protection sanitaire, parce que la nourriture n'arrivait pas en fonction de l'augmentation de la population. Donc ça, c'est étonnant. Et donc, elle a, je crois, jamais mis en cause la présence française. Ce qu'elle mettait en cause, c'était les conditions dans lesquelles cette présence se faisait. Enfin, on va pas revenir sur le colonialisme et sur l'époque 1830-1962. Ce qu'elle voulait, elle, c'est que dans le contexte français, il y ait une amélioration de la situation des Algériens. D'où la création des centres sociaux. Ouais. D'ailleurs, elle était très très amie avec Mouloud Feraoun, et elle a fréquenté pas mal d'écrivains francophones algériens, en particulier Del Mouloud. Elle connaît Katb Yassine, voilà, parler. Germaine, aujourd'hui, il est devenu un sujet d'étude dans pas mal de pays. Hein. Je sais qu'il y a une Américaine, je ne me souviens pas de son nom, comment il s'appelle déjà. Elle a écrit sur elle. D'ailleurs, c'est Lynn Dussul qui a été invitée chez elle. Alors, non, ça, j'avoue, je ne sais pas. Elle a écrit beaucoup sur elle.
Et il faut que je trouve le nom. En tous les cas, aujourd'hui, il est sujet d'études un peu partout. Oui. Germain. Mais elle a aussi beaucoup voyagé dans les pays du Proche-Orient pour étudier, encore une fois, le statut de la femme. Elle a fait pas mal de pays après l'Algérie, donc elle a été sollicitée pour ces questions. Moi, j'ai discuté avec elle. C'est vrai que on discutait comme ça, et elle me parlait de pourquoi des enfants, des fois, naissent prématurés, parce que tu parlais tout à l'heure de le harem et les cousins. Elle m'expliquait en discutant, c'est vrai, hein, elle me disait, quand on se marie avec une cousine, avec le même sang, on a de fortes chances d'avoir un enfant prématuré. Et même dans son livre, elle fait référence à ça. Alors, c'est sûr que c'est un des grands débats en anthropologie, parce qu'on est confronté sur pratiquement tous les terrains à cette endogamie et à l'eugénisme. Il semblerait quand même que ce soit des cas assez peu fréquents. Il y a un risque qui est calculé, il y a des statistiques, etc. Mais moi, le débat qu'on a pu avoir avec d'autres professeurs, effectivement, c'était souvent que quand il y a une sélection à la naissance, c'est-à-dire les enfants pas très bien portants qu'on laisse dépérir, qu'on laisse mourir, hein, ça donne allez, je vais utiliser le terme, des races fortes, enfin des personnes fortes et qui peuvent se marier peut-être de façon un peu plus libre que dans les sociétés où on protège à tout coup les enfants, et puis à la première occasion, eh bien, les héritiers sont peut-être pas très bien portants. Ça, c'était des débats qu'on avait il y a 40 ans. Je pense que la science a fait des progrès sur ces questions-là, mais c'était surtout pas un critère pour empêcher l'endogamie. Le problème de l'endogamie, c'est garder les biens pour soi, et notamment dans les populations agricoles, parce qu'autant on peut découper, si je peux dire, un troupeau de chameaux quand on est bédouin, en répartissant l'héritage, et avec des gens un peu étrangers, c'est un grand mot, mais d'une autre farka, d'un autre groupe de la même tribu, autant un terrain, si on le découpe, il est perdu. Donc cette endogamie, elle était rendue nécessaire, considérée comme nécessaire pour ces raisons-là. Alors donc au mois de mai, on sait que le président de la République, il a parlé, il a dit qu'elle va rentrer au Panthéon, hein. Oui. Ça c'est important. Oui. Donc et après peut-être le film il va tourner, tu vas faire quelle conférence? Oui, il va le faire tourner un peu. Oui, je crois qu'il est prévu de le diffuser dans l'agglomération lyonnaise, et puis après on verra si des dates ou Non, pour l'instant non. Non, ça fait 15 jours que c'est terminé, que le coffret est terminé. Mais ce que je veux, pour revenir au Panthéon, c'est vrai qu'on va parler de la résistance, parce que c'est sans doute comme ça qu'elle est le plus connue en France. Mais j'aimerais bien que ça incite le public à lire ces travaux d'ethnologue et d'ethnographe, parce que c'est vraiment... elle avait une vision, encore une fois, le harem et les cousins, édition du Seuil, collection Point. J'ai pas de pourcentage sur les achats, mais c'est écrit à 50 ans, donc quelle serait la lecture qu'elle aurait aujourd'hui avec les événements liés à cette prolifération d'un faux islam, si on peut dire ça comme ça. Elle aurait sûrement une analyse très 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 forte et très très documentée, parce que ce bouquin fait état de plein de terrains, son terrain des Aurès, mais aussi elle a beaucoup circulé dans le monde touareg, où elle a vu d'ailleurs, c'est assez étonnant, évoluer, on est dans les années 60, la matrilinéarité, c'est-à-dire que chez les Touaregs, le nom se transmet par la mère, vers une patrilinéarité. C'est-à-dire que toutes les sociétés depuis tout le temps ne sont pas immuables. Il y a une grande tendance, j'y reviens une dernière fois, sur le statut de la femme qui est, c'est un objet d'échange, hein, c'est surtout ça. Avant d'être une personne, malheureusement, même si certaines on a l'exemple d'Assia Djebar qui est décédée il n'y a pas longtemps, une grande dame, un grand écrivain, à l'Assemblée, à l'Académie, oui. À l'Académie, j'allais dire à l'Assemblée nationale, à l'Académie française. Donc, il y a une évolution, mais elle est très très lente, et en tout cas, chacune des micro-sociétés qu'elle étudie évolue. Donc, c'est intéressant aussi. Les ethnologues sont parfois utiles. Daniel, on va finir avec juste un petit extrait, oui. Et puis juste avant de te laisser, des dates
où est-ce qu'on peut retrouver ce film, venir t'écouter, conférence, débat autour de Germain? Eh bien, je m'engage à vous signaler les dates dès que je les aurai, mais pour l'instant, il y a juste le coffret qui est disponible. Donc, on peut l'acheter? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est important. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, sur commande, à Peuplement et Migration. Attends, Peuplement et Migration. 55 rue du Berthet, B-E-R-T-H-E-T. 55 rue du Berthet. Du Berthet. B-E-R-T-H-E-T, à Villefontaine, dans l'Isère. 38 090. 38 090. 38 090, un numéro de téléphone, peut-être? Alors, je vais donner le mien, parce que là-bas, il n'y a pas une permanence. C'est 06 16 96 74 23. De même que le film dont on a parlé la semaine dernière. Oui, même pour le film, parce qu'on a... Sur les Berbères d'ici. Il y a plein de gens qui nous ont appelés, donc voilà. Je vous dis, donc l'adresse, c'est Peuplement Immigration, 55 rue du Berthet. Oui. Villefontaine, 38 090, 06 16 96 74 23. Tout à fait, voilà. Et puis les infos sur les diffusions, je vous les ferai passer dès que je les aurai. Vraiment à ne pas rater sans aucun prétexte. Une grande dame et le film sur les Berbères et Germain Tillion de nos amis Daniel Pellegras et Alexandre Bonche qu'on salue. On va écouter un extrait. Mon ami, je te salue. Salut. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre thème. Merci beaucoup. Plaisir. Qu'est-ce que vous attendez d'eux au fond de leur passage en Algérie? Finalement, les anthropologues d'Algérie vont là encore au Sahara, là où c'est peut-être plus simple de comprendre. Ce que je conseillais à l'époque, c'était tout de même de connaître les systèmes de parenté et de connaître l'Algérie telle qu'elle était. Mais en se disant bien que l'Algérie telle qu'elle était, elle était quelque chose qui change et qui va changer. Et que l'Algérie, elle est d'une part accrochée à la Méditerranée, très solidement, mais la Méditerranée est accrochée au monde. Et le monde tourne. Et il ne faut pas du tout s'imaginer que parce qu'on connaît bien la Méditerranée, on connaît aussi la Terre. Et la Terre, c'est la Terre. Et elle tourne. Et elle ne tourne pas toute seule, elle tourne autour du Soleil. Oui. Une vision plus que globale. Oui, plus que globale. Plus que globale. Donc on est loin de la période où l'anthropologue, seul sur son terrain, se débrouillait en sachant. Absolument. Il faut qu'il fasse appel il faut se rendre compte toutes les sciences. Que toutes les sciences, nous sommes tributaires de toutes les sciences. Ce qui n'était pas le cas il y a 70 ans, quand il y a 70 ans, avec ses petits bagages. Non, il y a 70 ans, nous étions tout de même les deux pieds sur une terre, sur un globe terrestre. Nous étions même encore des Méditerranéens. Mais des Méditerranéens qui commençaient déjà à être très influencés par le globe terrestre. C'est-à-dire quelque chose de rond et qui tourne. Et maintenant, nous sommes dans quelque chose qui est rond, qui tourne, et qui tourne autour du Soleil. Et pour paraphraser un film connu, vous avez eu 20 ans dans les Aurès, dans d'autres conditions. Voilà, mais maintenant j'ai 100 ans. Est-ce que... Maintenant j'ai 100 ans. Daniel Pellegras pour ce moment formidable. Et bien sûr, paix à son âme à cette grande dame. Voilà, c'était Germain Tillion. En exclusivité, bien sûr, pour nous. Merci à Daniel. 04 78 21 05 4.